Bonjour Abdelhakim Yamani, président fondateur de l'IGH, l'Institut géopolitique Horizon. Merci à tous les deux pour votre présence à ce podcast. Merci beaucoup Samantha pour l'invitation et un plaisir de vous retrouver avec notre cher ami Abdelhakim. 3 membres du Front Polisario, dont l'Irbib Mohamed Abdelaziz, le fils du dirigeant historique du Front Polisario Mohamed Abdelaziz, ont été tués ce dimanche 7 juin par un drone marocain lors d'une attaque de missiles contre le mur de défense marocain. Quelles sont, Abdelhakim, les informations dont vous disposez sur cet incident ? Nous avons eu des informations, je dirais, un petit peu particulières, puisque effectivement, il y a eu l'intervention de drones. Alors, d'abord, il semblerait, et il y a eu des photos qui ont été publiées, que l'Habib et les personnes qui l'accompagnaient ont fait d'abord un premier arrêt pour se ravitailler en munitions. Ça, on peut développer, c'est une tactique qui est utilisée depuis quelque temps par le Polisario, enterrer des munitions dans la zone tampon, pénétrer avec des véhicules civils en cachant avec une bâche la plateforme de lancement des roquettes, prendre les missiles et se déplacer au point de tir. Donc effectivement, il y a eu l'intervention de drones. Officiellement et selon les médias, il y a eu un seul véhicule de neutralisé. Selon certaines informations, je dirais un peu réservées, il y a eu plus qu'un véhicule. Mais c'est vrai que aussi bien du côté du Polisario que du côté marocain, on ne parle que d'un seul véhicule et le focus est fait sur l'élimination de l'Habib Ould Abdelaziz. Abdou Sebar, quelles sont de votre côté les informations que vous avez en provenance d'Alger ? Officiellement, du côté des autorités algériennes, Samantha, il y a un silence officiel. Le régime algérien ou les autorités algériennes, Abdelmajid Tebboune en personne, refuse tout commentaire sur cette question, un commentaire officiel. Il y a eu hier, le 11 juin 2026, une réunion du Haut Conseil de sécurité, qui est l'instance sécuritaire la plus importante du pays. Généralement, dans cette instance sécuritaire suprême de l'État algérien, toujours les dossiers ou les questions relatives au Maroc et au Sahara occidental sont étudiés, abordés, évoqués, mais les autorités algériennes n'ont pas réagi officiellement. La presse algérienne a réagi, les médias étatiques en ont parlé, etc. Quelques médias proches du régime algérien, ils en parlent, mais pour le moment, il n'y a pas eu de décideur ou de haut responsable algérien qui a pris la parole pour commenter, dénoncer ou déplorer ou condamner. Du côté des autorités algériennes, c'est pratiquement anecdotique. Peut-être que on présente celui qui vient d'être décédé comme le futur responsable de la République arabe sahraoui démocratique à la place de Brahim Ghali. Du côté des autorités algériennes, on est focus, on est concentré sur les évolutions majeures de ce conflit, et notamment il s'agit de gérer les pressions américaines qui sont de plus en plus importantes pour contraindre l'Algérie à accepter le plan d'autonomie marocain. Tout le problème, il est là. Depuis 2020, il y a des accrochages. Il y a eu, par exemple, avant l'affaire du drone, on n'a peut-être pas parlé de l'attaque à la roquette sur Smara, le 5 mai 2026, qui a été très mal perçu aussi par le Maroc et ses alliés et d'autres acteurs membres de la communauté internationale. Les États-Unis, l'ONU et la France avaient d'ailleurs condamné cette action. Donc, il y a des escarmouches. Mais ça reste un conflit de très faible intensité. Il faut le rappeler encore une fois. Il faut que vraiment les personnes qui nous suivent, quand on parle du Sahara occidental ou du problème du Sahara occidental, les gens imaginent, on essaie de le présenter en Algérie, au Maroc, comme étant un conflit meurtrier, dangereux, etc., ou de ravageur, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est un conflit de très faible intensité. L'armée marocaine a s'appuyé maintenant, elle a
effectivement une grande expertise et savoir-faire en termes d'utilisation de drones. Du côté du Polisario, il maîtrise toujours, il contrôle toujours les 20% qui ne sont pas concernés par le mur de sable. Il a un contrôle quasi absolu de cette bande du Sahara occidental. C'est le statu quo, il y a des tirs de part et d'autre. Les télévisions algériennes en font un plat, ils utilisent des images qui ne correspondent même pas à la réalité pour montrer que le Polisario dispose d'un armement sophistiqué, ce qui n'est pas vrai. Donc Mmh. franchement, je dirais que malheureusement, la mort d'un homme aujourd'hui dans ce conflit devient anecdotique tant les véritables enjeux sont ailleurs. Les enjeux Mmh. sont au niveau de la suite qu'il faut réserver à la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler aux négociations qui ont été entamées sous l'égide des États-Unis d'Amérique et comment on peut faire accepter à l'Algérie et au Polisario l'option du plan d'autonomie Maroc. C'est Alors ça, on l'enjeu, va y il est venir, vraiment là. j'ai encore 2-3 questions, sur l'incident justement. Cela s'est passé au niveau du mur de défense marocain qui porte le nom de mur des Sables, hein. C'est une immense structure fortifiée, qui scinde le Sahara occidental sur une longueur de 2 700 kilomètres. C'est un mur construit par le Maroc pour repousser à l'origine, les offensives, séparatistes. Quelle était la raison, de leur présence, au niveau de ce mur, de défense marocain, Abdelhakim? Présence de ces cadres, du Front Polisario qui ont péri? En fait, nous, l'information que l'on a eue, c'est que euh, l'Ahbib ou Abdelaziz, en fait, il a été manipulé. Quelques semaines avant cette opération, il y a eu par exemple, une vidéo qui a été publiée sur les réseaux, et elle est très importante. C'est un membre du Polisario qui interpellait l'Habib suite à un speech qu'il avait fait pour, disons, motiver les jeunes, et il lui disait texto, le jour où les fils des dirigeants du Polisario iront combattre, nous irons combattre après. Et c'est exactement les informations que nous avons eues après. C'est que l'Habib a été plus ou moins, je dirais, manipulé pour intervenir lui-même dans une opération pour qu'il soit éliminé par les drones marocains. En fait, c'est le même scénario qui avait conduit à la mort de Louali Mustafa Saïd, un des membres fondateurs historiques du Polisario. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Abdou Samar, l'Habib était pressenti par Alger pour succéder à Ghali. Pourquoi le choix sur l'Habib? Pour plusieurs raisons. L'arrivée de l'Habib à la tête du Polisario aurait supposé une rupture générationnelle au sein du Polisario, à un moment où le Polisario a besoin de refaire, je dirais pas d'avoir une nouvelle virginité en termes d'image, mais de pouvoir se projeter comme étant un mouvement qui reprend de l'énergie, qui se revitalise. Et l'Habib était la personne idéale parce que il bénéficiait d'une légitimité, je dirais, historique, étant le fils de Mohamed Abdelaziz. Ce serait un jeune qui n'a pas les travers de Brahim Ghali. On sait que Brahim Ghali a fait l'objet de poursuites à l'international, qu'il y a eu des histoires de terrorisme, enlèvement, assassinat de pêcheurs espagnols, etc. Et donc là, ce serait un nouveau personnage qui arriverait dépourvu de tout passif et n'ayant qu'un actif. En même temps, l'arrivée de l'Hamid ou d'Abdelaziz aurait, selon les perspectives algériennes, aurait pu avoir l'avantage de fédérer et de relancer les séparatistes de l'intérieur, c'est-à-dire le peu de séparatistes qu'il y a à l'intérieur des provinces du Sud. C'était ça un peu le deal. Et après l'arrivée de l'Habib, Alger aurait pu sacrifier carrément Abdelaziz sur l'autel de la raison d'État et des relations internationales et de dire
bon voilà, le Polisario, c'est un mouvement légitime, etc. Et Brahim Ghali, il peut passer à la trappe et Mmh. euh, se faire juger sans aucun problème. Alors vous, vous avez ces sources-là, bon, vous avez vos propres sources, c'est votre propre version. Il y a des informations qui sont relayées par le quotidien El País, hein, qui pointent quand même la responsabilité du royaume chérifien dans cet incident et la mort Ah de oui, ces oui. trois hauts cadres. Donc Ah oui, là-dessus. oui, oui, non, mais ils ont été éliminés par un drôle marocain. Là, Mm. il y a pas photo, Il y a là. pas de doute là-dessus, hein. Le Bah, Maroc il y a ne aucun doute. je pas. Oui, oui, Il non, y a mais ça, aucun ça fait doute. pas de doute. Mais puisque vous dites que l'un des principaux cadres du Front Polisario qui a péri qui a été tué par les drones, justement, aurait été victime d'un piège. C'est ce que vous dites. Bah, c'est Un piège exactement la tendu par même le chose Maroc. non, un piège tendu par Brahim Ghali. C'est Mm, exactement le même scénario qui, en 76, avait conduit à l'élimination de le Wali Mustafa Seyir. Et c'est documenté. Et là, à l'époque, c'était pas les Marocains. mm. Mais ils s'étaient fait Abdou éliminer. Semar, hein. Non, l'hypothèse d'un conflit de clanique au sein du Polisario, elle est pour moi faible. Je pense que le Maroc, il essaye de décapiter le Polisario en s'en prenant à ses têtes pensantes. Ce qui est la même stratégie utilisée par Israël, par exemple, contre le Mm, Hezbollah, à titre d'exemple, contre le Hamas. C'est on décapite l'establishment. L'Habib Mohamed Abdelaziz était âgé de moins de 40 ans, si je me trompe pas. Il était un peu populaire dans les camps de réfugiés. Il incarnait en fait, dans les camps de réfugiés de Tindouf ou au sein du Polisario, il y a une jeunesse qui en a marre de ce conflit qui dure depuis longtemps. Il y a une certaine jeunesse qui se radicalise et qui a envie d'en découdre avec le Maroc, qui a envie, si vous voulez, apporter une certaine intensité dans le conflit et dans les opérations militaires menées contre le Maroc. Le Maroc, donc, j'imagine qu'il a mis en place un plan pour l'éliminer. Ceci dit, encore une fois, ça reste, à mon avis, anecdotique dans l'histoire de ce conflit. Il y a eu mm, des chefs du Polisario, des responsables du Polisario qui sont morts avant. Le Polisario, il est resté là. On peut peut-être décapiter de la tête du Polisario. Le problème du Sahara occidental ne va pas être résolu pour longtemps. Pourquoi? Parce que le problème du Sahara occidental est pris au piège de la rivalité algéro-marocaine. Tant mm, que l'Algérie, le Maroc, ne n'arrivent pas à dialoguer, à se réconcilier, à trouver une solution à leurs divergences historiques et fondamentales, ce conflit va perdurer. On aura beau éliminer tout ce qu'on peut, ça va demeurer, le statu quo va demeurer malheureusement. C'est pour mhm. ça qu'il faut aller, je pense, dans les profondeurs de ce problème qui est le conflit algéro-marocain et la grande rivalité entre ces deux pays importants du Maghreb. Mm. Est-ce qu'il y Juste, aura une juste, réaction juste d'ailleurs? un Attendez, est-ce point. qu'il y aura une réaction, Abdou Semar d'Alger, après la mort de ces trois cadres du Front Oui, Polisario? On sait pour l'instant la c'est silence réaction radio, mais officielle, les autorités algériennes ne vont pas réagir officiellement pour ne pas donner l'impression que le Maroc a réellement réalisé un triomphe, qu'il a vraiment frappé un grand coup, etc. Ils vont réagir dans les coulisses, ils vont rassurer le Polisario, ils vont apporter un soutien au Polisario, ils vont utiliser la presse algérienne pour dire voilà, le Maroc est un pays d'assassins, est un pays qui, voilà, ils vont essayer de faire le parallèle entre le Maroc et Israël, etc. Et toutes les méthodes classiques de la propagande du régime algérien dans cette histoire-là. Mais encore une fois, pour l'Algérie, la priorité, elle est ailleurs. Des morts, il y en a eu, il y en aura toujours. Pour l'Algérie, pour le régime Tebboune notamment, c'est comment empêcher le triomphe définitif du Maroc dans cette question. mm. Comment empêcher que le Maroc n'impose définitivement la solution du plan d'autonomie et comment tenter de maintenir la pression à travers l'option de l'indépendance. C'est comment sauver ce dossier qui risque demain d'être clôturé par la communauté internationale. C'est ça la Alors priorité justement, la, absolue. la- la relance du dialogue, elle est au cœur de l'actualité puisque la mort des trois responsables du Front Polisario est intervenue à la veille de la visite de l'envoyé spécial de l'ONU à Tindouf en Algérie, Stéphane de Mistura. Donc il est chargé d'encourager la voie diplomatique. Abdelhakim Yamani, quelles sont les conséquences justement de l'incident de dimanche sur cette tentative de relance de dialogue au niveau onusien et dans les camps de Ah, Tindouf et auprès du Polisario d'ailleurs. d'accord, mais juste préciser quelque chose. Là, on dit, j'ai entendu Abdou faire un parallèle avec Israël en disant élimination ciblée. Alors là, c'est que véritablement le Maroc, il est super puissant.
parce que vous avez une équipe de personnes qui interviennent en plein désert, et le Maroc va connaître les identités de chaque personne avant de les cibler. Ça, c'est extraordinaire. C'est une puissance que même Israël n'a pas. Donc, arrêtons de faire des parallèles avec Israël à chaque fois, parce que ça fait chaud au cœur. Donc, je referme la parenthèse. Sur la visite de Stéphane de Mistura, la visite de Stéphane de Mistura, elle est particulière et il y a certains aspects à relever. D'abord, Stéphane de Mistura, normalement, faisait des tournées. Il se rendait dans l'ordre ou dans le désordre à Rabat, Alger et Tindouf, puis repartait aux États-Unis. Or, cette fois-ci, il n'a visité que les camps de Tindouf. Il n'a été ni à Alger, ni à Rabat. Et ce qui est encore le plus important, et là je vous l'ai envoyé sur WhatsApp, je vous ai envoyé un post de Massaad Boulos, c'est qu'il est parti directement rendre compte à Massaad Boulos. Et en rendant compte à Massaad Boulos, celui-ci a publié un tweet qui est assez intéressant. C'est de dire, bonne réunion avec le personnel des Nations Unies, Stéphane Mistura. Nous avons discuté de stratégie pour promouvoir davantage la mise en œuvre de la résolution 2797, en particulier des moyens d'aider les parties à parvenir à une solution juste, à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Le différend sur le Sahara occidental traîne depuis plus de 50 ans, etc. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la visite, elle était ciblée. Alors, selon les informations qui ont été publiées, l'élimination de Habib Ould Abdelaziz n'a pas été évoquée. Et ce qui est plus important encore, c'est la déclaration de Massaad Boulos. Massaad Boulos reconfirme le cadrage de la résolution 2790, il reconfirme l'urgence et il reconfirme que ça n'a que trop duré. Donc là, il y a une pression importante des États-Unis pour la résolution de ce dossier. Maintenant, je vais vous donner un petit scoop. Dans les 2-3 mois qui viennent, il devrait y avoir une nouvelle rencontre entre les 4 parties, après la rencontre de Madrid, la rencontre de Washington, mais cette fois-ci dans une capitale européenne. La date n'a pas encore été arrêtée, selon mes sources, mais la 3e rencontre aura lieu dans un pays européen. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de dire que cette rencontre va pratiquement intervenir à la veille de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. Et là, il y a de plus en plus de pression sur le Polisario, mais aussi sur l'Algérie. Alors donc ça veut dire, ce que vous nous dites, si cela se confirme, ça veut dire que, il y aura des avancées en termes dans la relance du dialogue, dans ce dossier. Abdou Semar, juste sur cette visite, qui s'est déroulée, à Tindouf en Algérie, pourquoi Stéphane de Mistura s'est rendu physiquement à ce moment précis, sur ce site en fait? Il y a rencontré le chef de la diplomatie, du Front Polisario. En réalité, Samantha, il y a un essoufflement. Il y a un véritable essoufflement du processus américain lancé dans le dossier du Sahara occidental. Pourquoi? Parce que les Américains sont occupés par d'autres dossiers plus importants. En réalité, les Américains, ils ont d'autres chats à fouetter, notamment le dossier iranien Iranien, bien sûr. et les situations Proche-Orient. Donc, on n'en parle plus. Les Américains n'en parlent plus. Massaad Boulos aussi, il est mobilisé aussi sur d'autres questions. Donc, Stéphane Mistura, il a compris qu'il fallait absolument faire quelque chose, prendre l'initiative pour mettre fin à cet essoufflement. La meilleure chose, c'est d'aller sur place, d'avoir un contact, une visite physique. Le Polisario a convaincu Stéphane Mistura de venir parce que c'était important pour le Polisario de montrer qu'il est toujours un acteur incontournable, qu'il contrôle le terrain, qu'il n'est pas isolé malgré la pression internationale. Et puis, la résolution du problème du Sahara occidental ne peut pas être actée tant qu'on ne sait pas ce qu'on va faire de ces réfugiés.
Combien sont-ils? Il y a des jeunes qui sont nés dans ces camps de réfugiés, qui peut revenir, qui peut pas revenir. Il faut écouter ces populations. Ils existent. Mmh. Alors qu'un jour, on nous dit que c'est 180 000, quelquefois on nous dit qu'ils sont plus de 200 000, quelquefois on nous dit qu'on sont moins de 100 000. Donc voilà, il y a la résolution de ce conflit doit aussi prendre en considération la réalité de cette population qu'il Mmh. faut écouter. Donc Stéphane Mistura est obligé d'aller voir le Polisario. Le Polisario, je pense qu'il a réussi un bon coup parce qu'il prouve encore une fois qu'il n'est pas relégué aux oubliettes, qu'il n'est pas totalement hors course, Mmh. qui n'est pas totalement hors circuit. Alors Et le juste sur les Polisario, revendications justement du Front Polisario, quelles sont-elles, le Abdessamar? Polisario, en réalité, Polisario, il essaye de limiter les dégâts. Il voit bien que que le lobby marocain, au niveau de la communauté internationale, a arraché des véritables acquis. Le Polisario, maintenant, s'est repositionné, c'est de proposer un référendum à la population et de choisir entre Très bien. l'attachement au Maroc ou l'option de l'indépendance. Auparavant, le Polisario ne voulait qu'un référendum sur la question de l'autodétermination. Il n'entendait pas du tout négocier autre chose. Là, le Polisario essaye de ramener les Américains, de dire OK aux Américains, vous avez le droit de croire que c'est le plan d'autonomie, c'est le meilleur, c'est le plus adapté pour notre population, mais laissons la population juger elle-même. Mmh. C'est ça. Le Polisario, il s'accroche à l'idée d'un référendum. Mmh. Il veut piéger le Maroc et l'affaiblir avec l'idée d'un référendum. Parce que sur D'ailleurs, le cette plan question diplomatique, d'ailleurs, vous je l'avez dit, rappelle, Samantha, je Abdessamar? Ouais, rappelle, ouais. cette idée du référendum, j'aimerais bien avoir l'avis de notre ami Abdelhakim là-dessus. Elle n'a pas été écartée définitivement par la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que au niveau de la presse marocaine, on essaie de faire croire que dans la résolution, il n'y a plus du référendum. L'option du référendum, elle a été maintenue. La résolution 2797, elle reconnaît le plan d'autonomie marocain comme base de négociation, Mmh. mais elle n'écarte pas non plus l'option du référendum. Mmh. Donc le Alors Polisario, justement, qu'est-ce qu'il Abdou veut? Semar, Oui. justement, sur le plan diplomatique, la balance, elle penche nettement en faveur, du Maroc, dont le plan effectivement d'autonomie recueille aussi, l'adhésion d'un grand nombre de pays internationaux. En conséquence, pour revenir sur cette visite de Mistura à Tindouf, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour le Front Polisario? Est-ce que, cela ne démontre pas finalement une marge de manœuvre réduite pour le Front Polisario au Ah, final? pas d'accord, Samantha. Au contraire, le fait que de Mistura est venu jusqu'à Tindouf pour leur parler, ça prouve que le Polisario est un acteur qui compte. C'est que rien ne peut être décidé sans le Polisario, sans cette population réfugiée. Au contraire, le Polisario, il a une carte. C'est les camps de réfugiés. La différence avec les Non, mais autres la question, mouvements, c'est de savoir c'est non dans mais, quelle mesure les revendications du Polisario peuvent être entendues aujourd'hui. alors, Heu, j'explique une nuance importante, Samantha. À la différence des autres mouvements séparatistes ou indépendantistes qui existent un peu partout ailleurs sur le continent africain. Parce que dans le droit international, on parle beaucoup du Sahara occidental, mais il y a d'autres foyers de tension, il y a des mouvements indépendants et séparatistes. Et tu es bien placé pour le savoir. mmh. La seule différence, c'est que le Front Polisario, il a des camps de réfugiés entre ses mains. Il les gère. Il a encore 20% du territoire entre ses mains. Donc il n'est pas hors circuit. Ah C'est-à-dire ben, que demain, même si le plan d'autonomie marocain a largement évolué, a largement avancé, ce serait irrationnel de le nier, mais on ne pourra pas clore ce dossier définitivement sans trouver un accord avec ce mouvement qui a entre ses mains quand même plusieurs milliers de personnes qui sont réfugiées dans des camps de réfugiés qui sont entretenus en partie aussi par les Nations Unies et qui ont le statut international de réfugiés. Donc, Abdelhakim? il a un oui, statut qu'il ne faut pas non, bannir. mais je suis désolé, mais c'est extraordinaire. Je viens de ressortir le texte intégral de la résolution 2797. Il n'y a pas le terme référendum. Maintenant, s'il y a un autre texte de la résolution, je voudrais bien le voir. Maintenant, la seule citation de référendum, c'est dans l'acronyme de la MINURSO. Mais si on enlève la référence référendum dans l'acronyme de la MINURSO, le texte de la résolution ne fait absolument pas référence à un quelconque référendum. Premier point. Deuxième point. Le Conseil de sécurité ne fait plus de référence au référendum depuis la résolution de 2007. Ça, c'est un autre point. Maintenant, s'agissant du Polisario, j'entends dire que
le fait que Staffan de Mistura soit parti dans les camps, c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire, tout simplement parce que il y a une relance. Autre chose, j'entends dire que le Polisario contrôle 20% du territoire. Bah, s'il contrôle 20% du territoire, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'ils y rentrent, ils se font taper par les drones? C'est un non-sens. Ils sont Maintenant, tapés devant le mur, Abdelhakim. Ils ne non, sont non, pas non, tapés dans non, les non, 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 20%. non, 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 non. Non, Abdelhakim, tu exagères. Mais attends, j'exagère pas. Tout Ah simplement. oui. Ouais, mais là, je parle de factuel. On peut Non, avoir mais non, justement, on peut avoir les coordonnées GPS de toutes les fois où ils se sont fait taper. Là, ils se sont fait taper par Gelsenkirchen. On peut voir oui. pas, Voilà, et, Emin. ils contrôlent rien du tout. Contrôler, c'est un terme qui est très défini. Ça veut dire que je suis sur le terrain, que je gère le terrain, que je protège le terrain et que je me que je m'y promène en toute impunité. Ce n'est pas le cas. Ce que contrôle effectivement le Polisario, il contrôle une partie du territoire algérien où ils ont une police, une gendarmerie, des voitures avec des plaques d'immatriculation SH. Ils ont un ministère de la justice. Et ils ont même des prisons. Et ces Mais territoires... Abdelhakim, Pardon, le fait Attendez, que non, pardon. le représentant du secrétaire général de l'ONU se déplace à Tindouf, Je justement termine, sur ce s'il te plaît. dossier-là, quelle est la résonance de cette visite pour Rabat? Ça signifie quelque chose aussi. Pour Rabat et Non, pour Alger d'ailleurs. non, pour Rabat, c'est très simple. Pour Rabat, il y a eu 2 réunions, 2 rencontres de discussion, aussi bien à Madrid qu'à Washington. Ces réunions-là ont été très claires. C'était des réunions pour définir le cadrage des futures négociations. Ce cadrage, le Maroc a présenté, ils ont même fait une projection de data show sur le plan d'autonomie, et c'est le cadrage qui est retenu. Il n'y a ni référendum ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'on peut dérouler un narratif en parlant de Polisario, en parlant de référendum, en disant qui contrôle, etc. Mais moi, je vous suggère de faire une interview avec quelqu'un de la MINURSO et de voir si réellement le Polisario contrôle 1% de la zone tampon. C'est simple à faire. alors, est-ce que je peux réagir, Samantha? Allez-y, vas-y, Abdou. Sur le plan du référendum, je lis la résolution. Dans la résolution des Nations Unies, la dernière, on parle de l'autodétermination. Qui dit autodétermination dit organisation d'un référendum. Voilà ce que, réaffirmant son engagement à aider les partis à parvenir à une solution politique juste et durable et mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, y compris le principe d'autodétermination, et notons le rôle de responsabilité des partis à cet égard, soulignant l'urgence pour les partis à parvenir à une telle solution. Donc, quand on parle quand le principe d'autodétermination n'a pas été éliminé dans la résolution. La résolution des Nations Unies du 31 octobre 2025 reconnaît effectivement, encore une fois, le plan d'autonomie marocain comme une base de négociation, mais le principe d'autodétermination n'a pas été éliminé. Le Polisario, sa tactique, elle est très claire. OK, vous nous demandez, vous reconnaissez la fiabilité, la validité du plan d'autonomie marocain. Alors nous, on veut un référendum pour que la population le dise. Si la population elle est d'accord pour l'autonomie, on sera d'accord. Premier point, c'est important de le noter. La MINURSO n'a pas été changée. Dans l'appellation MINURSO, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça n'a pas été changé. C'est important. Il y a eu des victoires du côté marocain, mais pour le moment, le Maroc n'a pas réussi à effacer le principe de l'autodétermination et n'a pas effacé le rôle premier de la MINURSO. Concernant les frappes du Maroc, Abdelhakim, il faudrait être très précis. Il y a eu des frappes,
je suis désolé de faire le parallèle avec Israël. C'est pas pour Non, porter non, 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 préjudice, non, non. non, 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 non. Attendez, Si- on Non, va non, faire non, les non, États-Unis non, parce que d'Amérique. si On va on faire Attends, commence Arabie à attends, chaque Saoudite. fois laissez sur Abdelaziz, laisse Israël, Abdou non, terminer. non, 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 mais Non, c'est pas... les États-Unis d'Amérique, ils ont Ok, frappé, les États-Unis d'Amérique, ils ont frappé des leaders de Daesh dans le territoire irakien ou dans le territoire syrien. Ça ne veut pas dire que Daesh, au moment de la mort de leur leader, ne contrôlait pas cette portion du territoire. Le Polisario contrôle une portion du territoire malgré la réussite des frappes de drones marocains. Voilà ce que je voulais dire. Mais effectivement, la zone qui est située au-delà du mur de sable, elle est sous l'autorité du Polisario. D'ailleurs, la question qui se pose, qu'est-ce qu'elle va devenir cette zone? Est-ce qu'elle va être réintégrée au Maroc? Est-ce que l'Algérie doit la récupérer? Est-ce que ce sera une zone, un no man's land? On ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, il y a beaucoup de questions techniques qui sont très compliquées dans ce conflit, qu'il faut absolument élucider. Je rappelle juste encore une fois, pour être factuel, parce que c'est important de l'être, Samantha, il y a eu des avancées importantes du côté marocain, où le Maroc, à travers la dernière résolution, effectivement, a généralisé les discussions et les échanges sur son plan d'autonomie, qui a été d'ailleurs revu, qui a été d'ailleurs enrichi, parce qu'au départ, on ne le connaissait pas très bien, on n'avait pas les tenants, les aboutissants, mais aujourd'hui, le Polisario n'a pas perdu la phase à 100%. C'est faux de dire que le Polisario, on peut pas régler ce problème en disant, allez, c'est bon, l'ONU reconnaît le Maroc comme, comme le Sahara occidental, comme marocain, et les réfugiés, on en fait Mais quoi? bon, Abdou, sur la question du référendum, c'est vrai que c'est une issue assez improbable dans le cas présent. Ah, je n'ai pas dit que ah non, je non, ne mais dis pas que ce sera une issue réaliste. Je dis ce qu'il y a sur la réalité. Je dis ce que le Polisario essaye de faire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas Madame Soleil, hein. Je n'ai pas non, dit qu'il y aura un jour un il y a un référendum. point, il y a un point qu'il faut élucider une bonne fois pour toutes. Le principe onusien de l'autodétermination, c'est un principe qui a été instauré par la résolution 1514 de 1960. C'est une résolution qui a été introduite par l'URSS à l'époque. L'autodétermination n'implique pas de référendum. Elle implique référendum, autonomie, intégration, etc. Maintenant, le plan d'autonomie, il s'intègre dans ce principe d'autodétermination. Maintenant, si parce que le plan d'autonomie s'intègre dans le principe d'autodétermination et on veut absolument dérouler un narratif pour dire, ah, puisque c'est autodétermination, donc c'est référendum, à, à cette, donc pourquoi est-ce qu'il y a eu des réunions de cadrage? Ah, il faut réfléchir un petit peu. Si aujourd'hui on parle de réunion de cadrage, si les déclarations de Mas'ad Boulos, de Mike Waltz, de Staffan de Mistura, etc. parlent tous de cadre de plan d'autonomie, maintenant, dire qu'il Non, s'agit mais de référendum, c'est un délire. la question concernant justement l'autodétermination et le plan d'autonomie, c'est, je pense que la position onusienne aujourd'hui, c'est de se poser la question de savoir comment justement l'autodétermination peut s'inscrire dans le cadre du plan d'autonomie. C'est ça la réalité. Mais Et c'est est-ce vrai que, que le non mais, terme moi, référendum Samantha, n'est est-ce que je peux absolument poser une question à pas Abdelhakim? Mais mentionné, en c'est, tout cas attendez, attendez, en termes Non, mais je pose une d'autonomie. question, je te laisse la parole, une question directe. je vous lis la Non, mais une question résolution. directe, Abdelhakim, et je te laisse. Comment on peut mettre en place le plan d'autonomie s'il n'y a pas une consultation de la population? Et qu'est-ce qu'on fait des 100 000 et quelques qui sont à Tindouf? On en fait quoi? Ça, c'était peut-être l'objectif de cette visite, justement, de Stéphane Bah de oui. Mistura dans le camp de réfugiés de Tindouf. C'est de savoir comment est-ce qu'on parvient à mener des négociations inclusives avec les populations. Juste, je fais une rectification. Autant pour moi, je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas la résolution 1514, c'est la résolution 1541 qui dit que pour l'autodétermination, il y a 3 options légitimes. L'indépendance et la création d'un État souverain, la libre association avec un État indépendant, l'intégration complète au sein d'un État indépendant. Ça, c'est les 3 formules qui sont proposées. Maintenant, le plan d'autonomie, qu'est-ce qu'il propose? Il propose une intégration, mais avec une spécificité en termes de gouvernance.
Donc là, on est très bien cadré dans le principe d'autodétermination. Mais alors, Abdou Pour avait raison répondre, dans le sens je où c'est vrai je que le réponds à cette Front question. Polisario est prêt à étudier un plan d'autonomie élargie à condition que cela soit soumis à un référendum J'arrive. Là, une maintenant, consultation en tout cas. il va y avoir des consultations. Et il va y avoir des consultations à 2 niveaux. Il va y avoir 2 référendums. Et je réponds Attends, vite. tu m'as dit qu'il y aura pas de référendum tout à l'heure. Tu me dis il y a 2, ça veut dire quoi 2? Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, j'ai pas compris, honnêtement. Moi, si tu me laisses terminer, je te réponds. Il y a Ah, pas je de souci. t'écoute, Sidi, راني معاك يا سيدي، روح. مرحبا، مرحبا، Explique-nous juste Allez-y, allez-y. qu'est-ce que ça veut dire 2 référendums? مرحبا, مرحبا. S'agissant des populations, d'accord? La proposition américaine, elle est très claire. Elle demande le démantèlement des camps de Tindouf. Elle demande que les populations bidènes issues de la Mauritanie réintègrent leur tribu d'origine, que les populations qui ne sont pas originaires de Saqiat al-Hamra Wadi al-Dahab, c'est un problème algérien, et que les autres populations qui, elles, sont originaires de ces provinces-là, réintègrent les territoires. Ceci d'une part. Maintenant, s'agissant du référendum, le Maroc, pour l'application du plan d'autonomie, devra procéder à 2 référendums. Premièrement, un référendum constitutionnel pour intégrer la configuration territoriale d'une autonomie dans la constitution marocaine, pour que ce ne soit pas une décision anticonstitutionnelle. Par la suite, il y aura une consultation locale pour les régions de Saqiat al-Hamra ou Wadi al-Dahab. Mais avant ça, il s'agira de définir les représentativités. Parce que là, c'est un problème qui devra être, parce que ce qu'on dit pas maintenant, c'est que actuellement, on est, au niveau onusien, on est à une étape de discussion pour intégrer, pour définir, pardon, le cadrage des futures négociations. En fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des négociations Mais sur justement, le quel est plan le d'autonomie. point, puisqu'il y a eu des discussions au niveau de Washington, hein, c'était Washington et Madrid. en février dernier. Mhm. Qu'est-ce qui fait capoter les discussions actuellement, justement? C'est la C'est ce point-là qui représentativité, concerne Samantha. les Alors, différentes options proposées par le Front Polisario, qui n'écartent pas de toute façon l'indépendance. non. Aujourd'hui, le Polisario, sur les réunions de cadrage qu'il y a eu, le Polisario a contesté certaines instances qui seraient administratives, qui seraient définies par le plan d'autonomie. C'est-à-dire la nomination du président de la région autonome, etc. Mais il y aura un autre, une fois que le cadrage aura été défini, on passera aux négociations. Et, à mon avis, c'est là où il y aura véritablement une bataille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Polisario se présente comme étant le seul et unique représentant légitime du peuple sahraoui. Il s'agit d'abord de définir qu'est-ce que c'est que le peuple sahraoui. Parce que si on parle, alors sémantiquement parlant, si on parle de peuple sahraoui, c'est peuple du Sahara. Or, le Sahara, il va de l'Atlantique pratiquement jusqu'à la mer Rouge. Donc déjà, On parle pas de ce Sahara. attends, termine s'il te plaît. On parle... Donc, je t'écoute, vas-y, j'attends un peu. donc, et d'une. Maintenant, la définition de la population existante dans les camps de Tindouf et qui serait ou ne serait pas originaire de la région, il y a un document de base qui, pour le Maroc, est un document de référence. C'est le référendum espagnol qui avait été fait. Le recensement espagnol qui avait été fait. Déjà, il y a cette question-là. La deuxième question, de la représentativité. Le Polisario, comme je disais, se présente comme étant le seul et unique et légitime. Or, à l'intérieur des provinces du Sud, vous avez des mouvements comme le mouvement sahraoui pour la paix, le mouvement des jeunes sahraouis pour la paix, Khat Shahid, tous les élus
locaux qui aujourd'hui siègent à différentes représentations. Et pour la petite histoire, ce sont tous des personnes originaires des régions. Là-dessus, C'est-à-dire, Abdou Semar, Alors là-dessus, il y a une divergence majeure avec ce que veut et ce que propose et ce que réclame le Polisario. Le problème, il est là, Samantha. Tout le problème du Sahara occidental, il est à ce niveau-là. Et la représentativité des personnes et la légitimité de ceux qui devraient voter ou participer à un référendum. Alors, si on organise un référendum en excluant les réfugiés ou la population de Tindouf, quel sens aura-t-il ce juste sur ce référendum? référendum dont il est question au niveau du Front Polisario, les options, quelles sont les options proposées dans le cadre Pour de le ce Front référendum? Polisario, Il y a toujours globalement, l'indépendance, toujours pour l'indépendance. non, pour là, le Non. Polisario a évolué. Il Mmh. a évolué récemment. On a bien vu, fin de l'année 2025, son chef de la diplomatie, il a fait un courrier, etc. Il est prêt à soumettre la proposition du plan d'autonomie marocain dans le cadre d'un référendum. Mais le Polisario, Il y a comme plusieurs l'Algérie, options dans ce cadre-là, justement. non, non, ou l'indépendant, il a bien défini. Si Abdelhakim, il a bien défini les choses. Sauf un problème qui dérange énormément le Maroc et face auquel le Maroc est confronté à une complexité. C'est que les personnes qui devraient participer à ce référendum, la population sahraoui existe, non pas de la population du Sahara occidental. On ne parle pas du grand Sahara de l'Afrique. La population du Sahara occidental, c'est celle où elle est réfugiée ou celle qui a résidé, qui était sur le territoire avant 75 et qui descend, ou les descendants des personnes qui étaient sur le territoire avant 75. Si on inclut toutes les personnes qui se sont installées après 75, là, on aura des personnes marocaines, des ressortissants marocains beaucoup plus nombreux que les personnes d'origine sahraoui. Et c'est ce qui va qui va fausser le calcul. Le problème du référendum et le problème de la complexité de ce conflit est à ce niveau-là. C'est que le Maroc veut organiser un référendum selon ses termes, le Polisario veut organiser un référendum selon ses termes. Et l'ONU, elle n'est pas capable, malheureusement. L'Union africaine n'a jamais joué son rôle, d'ailleurs. On n'en parle jamais, mais l'Union africaine a été une catastrophe. Elle aurait pu jouer un rôle important. Le Maroc, il est revenu en Union africaine depuis 2017. Pourquoi ne devrait pas jouer ce rôle? La réussite de la résolution du conflit du Sahara occidental est à ce niveau-là. C'est qu'on devrait demander à la population. Monsieur Yamani, il dit que le Polisario n'est pas légitime, grosso modo. Très bien. Laissons le choix à la population de nous le dire. non, c'est Si pas la ce que j'ai dit. population le C'est pas ce dit, que j'ai dit. C'est pas ce non, que mais j'ai dit. je sais pas, tu l'as insinué. Non, non, Si non, le non, 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 Polisario non, n'est pas non, non, légitime. non, non, Mais non, non, Yamani, le non, non, problème, il est non, très non, non, simple. non, non. Si le J'ai dit Polisario n'est pas légitime, non, la non, population non, va Alors voter. pas non, en même temps, pas en Non, même non, temps. non, non. je termine, je termine. Je t'ai pas interrompu, Ahmed. Si le Polisario n'est pas légitime, la population devra voter. Et si elle est d'accord, elle adhère au plan marocain d'autonomie, le problème sera réglé. Mais l'organisation de ce référendum, elle est quasiment impossible avec les exigences marocaines et elle est quasiment impossible Alors, je avec pense les exigences du qu'Abdelhakim Polisario et les Yamani exigences Abdou avait algériennes. posé la question de la représentation inclusive du Front Polisario, en fait. C'est ça, Hein? surtout. J'ai pas entendu ça, Monta. Abdelhakim Yamani avait posé la question de la représentation Mais il a inclusive raison. du Front Polisario. Elle est Non, moi, pertinente, sa question. ce Non, que j'ai Samantha, dit, sa question, elle est pertinente. Mais la seule réponse à cette question est le référendum. ce n'est C'est pas le ma référendum qui est c'est la seule réponse. D'abord, qu'on se mette d'accord et que on ne réinterprète pas les propos de chacun. Ce que j'ai dit, le Polisario se présente comme étant le seul, unique et légitime représentant. J'ai rien inventé. Oui, absolument, c'est vrai. Ce que je dis aussi, c'est qu'il y a des mouvements actuels, et j'ai donné le nom, le mouvement Sahraoui pour la paix, le mouvement des jeunes Sahraouis, Khat el-Shahid, et les élus actuels qui, eux, disent, mais nous aussi, nous représentons la population locale. Enfin, Et quelles sont les revendications, quelles sont les divergences et les points de convergence en Ils sont termes de pro-marocains, revendications? les autres. Non, 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 non. Alors, Bah, aussi bien, non, mais il faut connaître le dossier. Aussi bien mouvement sahraoui pour la paix que mouvement des jeunes sahraouis pour la paix que Khat el-Shahid, ce sont d'anciens du Polisario. C'est des gens qui étaient en opposition du Polisario à l'intérieur des camps, qui ont été emprisonnés, torturés, et pour certains qui ont été relâchés, pour d'autres qui se sont enfuis.
Et ils n'ont pas pu mener une opposition à l'intérieur des camps. Et ils ont rejoint le Maroc. Pour dire Alors j'ai une aussi, dernière question parce qu'on va, on va finir par conclure, mais on aura l'occasion d'évoquer ce dossier à nouveau. Juste un point. Aujourd'hui, à l'intérieur des provinces de Saqiq al-Hamra et Wad al-Dahab, vous avez des gens qui se proclament ouvertement séparatistes. Comme vous avez par exemple Aminatou Haïdar, qui tout au long de l'année sort du royaume du Maroc avec un passeport marocain pour aller à l'étranger, animer des conférences pro-Polisario, faire du lobbying pro-Polisario, et qui après retourne à l'Aïeul sans aucun problème. Maintenant, et ça, c'est une question qui se pose. Donc ces gens-là, ils vous disent, et vous avez Mahmoud Salem, etc., vous avez pas mal de gens qui vous disent, mais attendez, le Polisario n'a pas l'exclusivité de nous représenter. Alors j'ai une dernière question. C'est factuel. D'où l'importance du référendum pour séparer, pour distinguer tout le monde et pour répartir les rôles pour tout le monde et pour connaître enfin ce que la population veut réellement. Donc la résolution finale, c'est ce référendum qui doit inclure la population réfugiée et la population qui est née, qui a grandi, qui est descendante des autochtones du Sahara occidental. Alors la problématique, Abdou, par rapport à cela, c'est le positionnement de l'ONU aujourd'hui. J'en reviens encore à cette visite de Stéphane de Mistura. Finalement, est-ce que l'ONU va pousser dans ce sens vers une consultation des populations? L'ONU, elle ne peut pas ignorer ce principe d'autodétermination qui a été bien expliqué tout à l'heure. Il y a 3 formes, 3 déclinaisons. Ces 3 déclinaisons, c'est aux populations locales et aux populations concernées de les choisir. De les choisir sous forme de consultation. Pas dans des négociations, dans un siège d'une ambassade d'un pays européen lointain ou dans un bureau, etc., qui soit blanc ou noir. Ça, l'ONU ne peut pas passer outre. L'ONU, ce qu'elle peut faire, si le Polisario, par contre, renonce à ce principe, il se dit, OK, moi je suis d'accord finalement, le plan de tournoi marocain, etc. Là, ça passera. Mais pour que le Polisario renonce à ce principe, il faut que l'Algérie derrière renonce aussi à ce principe. C'est ça le problème. Il faut comprendre que l'ONU n'a pas intérêt. En réalité, il y a déjà trop de pays en Afrique. Sur le plan purement géopolitique, on sait tous que la création d'un État au Sahara occidental n'est pas une bonne idée dans le contexte actuel. On sait tous que des pays anciens et vieux comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, le Soudan, etc., n'ont pas pu survivre, n'ont pas dépassé des crises sécuritaires et politiques importantes. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut régler ce problème dans les règles dans les règles qui sont adaptées. Il y a deux choix. Ou on continue ce processus multilatéral, qui va prendre beaucoup de temps parce que chacun a des intérêts différents, etc. Ou moi je propose une autre voie, qui est le processus bilatéral entre l'Algérie et le Sahara occidental. C'est quoi? C'est un problème entre l'Algérie et le Maroc. Il faut pas nier les dirigeants. Moi, je suis un Algérien sincère. Les dirigeants algériens vous diront, ah non, c'est un problème du droit international. C'est vrai, Abdelhakim, hein, on se dit que finalement, si Alger et Rabat se mettaient autour d'une table, peut-être que ça ferait avancer les choses sur ce dossier, parce que là, c'est très compliqué quand même. Il fut un temps où cette approche aurait pu être réaliste et réalisable. Or, aujourd'hui, avec un positionnement très agressif du pouvoir actuel algérien, le Maroc, je n'ai pas d'informations, c'est juste une déduction personnelle. Je pense que le Maroc refuserait toute discussion avec l'Algérie. L'Algérie, le pouvoir algérien, je fais la distinction Algérie-pouvoir algérien. Le pouvoir algérien a dépassé toutes les limites de la bienséance politique. On peut avoir une rivalité, on peut s'insulter jusque dans certaines limites. Le fait que le pouvoir algérien, via certains relais, se soit attaqué à la personne même du roi, à sa famille, et distiller certaines, je dirais, affirmations
il y a 2-3 jours, la télévision algérienne AL24 a diffusé un documentaire en disant Mamlakat al-Hashish, le royaume du hashish. Et j'en passe et des meilleurs. Et encore là, Alors, j'ai une on dernière ouvre tout question ça. parce qu'on va vraiment conclure, Abdelhakim. Ouais, il y a 50 minutes. Peut-être que la balle est dans le camp de la diplomatie américaine maintenant. Vous en parliez tout à l'heure avec Massad Boulos. Est-ce que la diplomatie américaine a encore des leviers nécessaires pour jouer les médiateurs ou est-ce que sa position est trop biaisée? À mon avis, Samantha, il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui ont la capacité et qui ont la force de pouvoir contraindre l'Algérie et le Maroc à trouver un compromis. Sauf que la diplomatie américaine, sous l'ère Trump, elle a beaucoup de chats, d'autres chats à fouetter. Qu'il y a d'autres foyers de tension. Il faut comprendre que le problème du Sahara algéro-marocain est un problème local, isolé, et le monde, malheureusement, la région et le monde, s'est complètement habitué à la rivalité, au conflit algéro-marocain, qui est un conflit idiot. Parce que les deux pays se sont fait une guerre des sables, quelques centaines de morts, Amgala 2, donc c'est un conflit de faible intensité. À moins qu'une guerre éclate entre l'Algérie et le Maroc, la communauté internationale ne va pas s'intéresser à ce conflit qui est incompréhensible à ses yeux. Parce qu'il n'y a pas de revendication territoriale de part et d'autre, les frontières sont censées être tracées et réglées. C'est une rivalité personnelle entre deux régimes égocentriques. Tout à l'heure, Yamani parlait des insultes de la télévision algérienne que je dénonce, que je déplore, mais je le rappelle qu'il y a aussi des médias marocains qui s'en prennent à la vie privée des dirigeants algériens, au fils des chefs d'état-major, etc. À l'époque de Bouteflika, il y avait quand même des médias proches du pouvoir marocain qui ont caricaturé Abdelaziz Bouteflika, malade, etc., parce qu'il avait un AVC. Les insultes sont de part et d'autre. La culture de l'invective, elle s'est institutionnalisée dans les deux pays. Mais la communauté internationale ne s'implique pas, parce qu'on a l'impression que ce sont deux régimes adolescents qui se disputent pour des humeurs. Il n'y a pas eu de guerre entre l'Algérie et le Maroc. Il ne risque pas d'y avoir de guerre, puisque les deux régimes se nourrissent de cette situation de tension pour domestiquer leur peuple. En Algérie, dès qu'on veut se demander la démocratie, on nous dit « Ah, t'es pro-marocain ». T'es pro-marocain, etc. Au Maroc, dès qu'on demande un peu plus de démocratie, ah, toi, t'es manipulé par les services algériens. Donc, ça arrange malheureusement les deux systèmes en place. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, s'il n'y avait pas de conflit, la guerre en Iran, etc., si les dossiers sur le bureau de Donald Trump seraient résolus, réglés, on a de fortes chances pour voir que les Américains imposaient un compromis. Mais ce n'est pas le cas Et quel aujourd'hui. serait Il le n'y a pas de prochain move priorité. justement des États-Unis sur ce dossier, Abdelhakim? Vous avez des infos, vous? Pardon? Quel serait le prochain move des États-Unis sur ce Non. dossier? Est-ce que vous avez des infos? Vous avez des infos? Alors d'abord, une règle très simple en géopolitique. Un pays n'est pas monotache. C'est pas parce que une administration a un problème quelque part qu'elle ne fait que régler que ce problème-là. Parce que sinon, une administration qui gérerait un pays avec cette approche, elle a vite fait de disparaître. Non, mais il y a des priorités, Non, non, Abdelhakim. non, non, C'est non, vrai non, que mais l'Iran, je pour vais, l'instant, est au non, premier non, mais rang des priorités de Donald Trump, oui, hein. oui, non, mais je vais expliquer les priorités. Je vais expliquer les priorités. Pourquoi est-ce que la résolution du dossier du Sahara est importante pour les États-Unis? Ce n'est pas une importance intrinsèque, en fait. Les États-Unis, de la même manière qu'ils ont tenté ou qu'ils ont imposé un accord entre la RDC et le Rwanda, ils veulent faire de même. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est une Afrique pacifiée pour passer à l'étape suivante, qui est Alors le de... conflit dans l'est de la RDC, Ça n'a pas il été est loin réglé. Hein. d'être réglé J'ai sur pas le dit terrain, hein. réglé. Il y a une reprise J'ai pas d'ailleurs dit des réglé, j'ai hostilités. dit ils avaient imposé un accord. Mmh. Maintenant, est-ce Oui, il y que a un accord de l'accord, paix, effectivement, qui a été signé entre est-ce les 2 que, dirigeants exact. Et rwandais dans ce et conflit-là, il y a eu congolais. beaucoup de morts quand même. Il y a eu Mmh. énormément de morts et ça n'a rien à voir avec la question du Sahara occidental. Hein. Non, absolument rien à voir. Ça n'a Effectivement, rien c'est à un voir, conflit en vraiment, RDC rien qui à dure voir. depuis Il y a, 30 ans. Donc ce voilà. n'est pas du tout J'ai on ne pas peut pas fait de comparer comparaison. les 2, Je n'ai effectivement. pas comparé. Mmh. Maintenant, les États-Unis ont des leviers de pression sur le pouvoir algérien. Alors justement, le prochain move, ce sera quoi, pour conclure, Abdelhakim? Ce sera probablement passer à un levier sur les minorités religieuses, un levier sanction CATSA, plus probablement un autre levier qui Mais n'est vous pas encore annonciez, très une clair. réunion tout à l'heure.
c'est ça? Oui, oui, dans les 2, 3 prochains mois. La date n'est pas fixée. Le lieu de rendez-vous, enfin le lieu pour la rencontre, il est fixé. C'est une capitale européenne, Mmh. mais Toujours en présence du Front des, Polisario, de des la quatre partie parties, marocaine, de la partie algérienne, de la Mauritanie aussi? des quatre parties prenantes désignées par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a désigné 4 parties prenantes: le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Mmh. Abdou, un mot de conclusion? Notre conclusion, moi, je pense que malheureusement, les Américains n'auront ni le temps, ni des intérêts fondamentaux dans ce problème. Et je pense pas que les États-Unis iraient à sanctionner le régime algérien parce qu'il y a des intérêts aussi importants. L'Algérie, ça reste aux yeux des États-Unis d'Amérique un pays pivot. On voit que le régime Tebboune a bien joué quand même le coup américain. Dès l'arrivée de Donald Trump, Tebboune s'est beaucoup rapproché. Carrément, le régime algérien a même abandonné, il a même abandonné ses positions favorables au Hamas, favorables à la Palestine pour plaire à Donald Trump. Tebboune a fait une danse de ventre, franchement une véritable danse de ventre pour plaire à Donald Trump. Ça a marché. Et puis il y a les intérêts américains dans le gaz de schiste algérien et des intérêts économiques aussi. Donc les États-Unis n'ont rien à gagner à sanctionner le régime algérien pour les beaux yeux du Maroc. Le Maroc, c'est un allié, oui, des États-Unis d'Amérique, mais c'est pas un allié qui mériterait, pour lequel les Américains iraient jusqu'à déclarer la guerre au régime algérien. La seule façon pour que le régime algérien ou pour que les États-Unis aient une attitude hostile contre le régime algérien, c'est le jour où le régime algérien va tourner le dos définitivement aux intérêts américains, ce qui n'est pas le cas. Depuis l'arrivée de Trump, le régime algérien s'est repositionné concernant la Russie et la Chine, concernant Israël, la question palestinienne. Je vous rappelle que le régime Tebboune a même voté en faveur d'une résolution américaine ultra défavorable à la résistance palestinienne et aux intérêts du Hamas, etc. Et ça, on en a déjà parlé, je pense, Samantha. Je Ouais. crois que la solution, au final, que la solution ne peut être que locale. Moi, je lance un appel, tant qu'il n'y a pas des pressions locales, à la fois une élite algérienne, une élite marocaine, qui travaillent main dans la main pour presser leurs dirigeants, à accepter un accord de paix définitif et une résolution définitive de ces problèmes-là, malheureusement, la région va patiner dans les divisions. Et je crains qu'un jour, peut-être, c'est le scénario que je crains, que je redoute, que peut-être un jour, il doit y avoir une guerre, qu'il va y avoir une guerre entre les deux pays pour solder toutes ces incompréhensions. Mais c'est le scénario contre lequel on doit être mobilisé et on doit lutter contre lui absolument avec toute notre Un énergie. scénario pessimiste. Merci en tout cas Abdou, merci Abdelhakim pour ces échanges vraiment très riches. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver autour de ce thème J'espère bien, j'espère. et sur la Juste, relance des pourparlers juste un dans petit le mot. dossier du Sahara occidental. Et vous, qu'en pensez-vous? L'ONU peut-elle relancer les négociations sur ce dossier? Que faut-il attendre de la diplomatie américaine? J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et à très vite. Prenez soin de vous. Et de laquais.